Salut à toi, c'est Nico, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va voir ensemble comment configurer et paramétrer le Canon EOS R8, c'est parti. J'ai fait une vidéo récemment à propos de ce boîtier, le Canon EOS R8 que j'ai présenté sur la chaîne, j'en ai fait une vidéo dédiée. Si jamais ça t'intéresse d'aller la voir, la vidéo se trouve juste ici. Et aujourd'hui on va voir ensemble comment paramétrer les différents menus. On va faire un tour de vraiment tous les menus qui se trouvent sur ce boîtier. Et je vais t'expliquer un petit peu comment moi je l'aurais paramétré selon mon utilisation. Donc forcément, selon les personnes, l'utilisation va être un peu différente selon ce que tu fais. Mais je vais t'expliquer tous les menus pour qu'à la fin de cette vidéo, ce boîtier n'ait plus aucun secret pour toi. Donc on va commencer sans plus tarder, on va l'allumer. J'ai une autre caméra qui me filme qui est juste en haut pour que tu vois un petit peu en top shot et puis j'enregistre également mon écran. Donc je vais commencer par enlever mon capuchon, je vais régler mon objectif, à savoir que l'objectif qui est présent sur ce boîtier c'est le 24-50, donc c'est l'objectif kit qui vient avec le Canon EOS R8. Donc là mon appareil est entièrement réinitialisé, je vais pouvoir commencer à faire le tour des menus, donc pour ça je vais cliquer bien entendu sur le bouton menu qui se trouve juste ici. À savoir que là je suis bien sur le menu photo et non vidéo, donc là on va paramétrer tous les réglages pour le menu photo et ensuite on passera au mode vidéo. Pour naviguer dans les menus c'est très simple, il suffit d'utiliser la roue qui est ici avec le bouton haut, bas, gauche, droite et du coup le bouton 7 qui se trouve au milieu va nous servir pour choisir nos différents réglages. Donc là j'y vais, je clique sur qualité d'image et là tu peux voir ici qu'on a le choix entre le mode RAW, donc là on va voir qu'il n'est pas activé. Et ensuite on a le mode JPEG HEIF. Donc moi ce qui va m'intéresser c'est d'activer le mode RAW. Donc on peut voir ici tout à droite qu'on a une petite molette. Donc la molette c'est celle qui est juste ici. Tu vois, si on la fait tourner on peut changer directement les paramètres. Et ensuite les flèches gauche et droite vont nous servir à indiquer le mode JPEG ou HEIF qui nous intéresse. Donc moi je ne veux pas du tout de mode JPEG, je veux que du RAW. On a le choix également avec le CRAW. Alors le CRAW c'est un mode un petit peu plus compressé que le RAW. Il comporte quand même une grande plage dynamique un petit peu moins élevée que celle du RAW, mais par contre les fichiers sont beaucoup moins lourds et tout aussi agréables à travailler. Donc si jamais tu dois faire des gros projets avec beaucoup de photos, je pense notamment à du mariage, des événements sportifs ou alors des sorties dans des parcs animaliers, ça peut être utile d'utiliser le CRAW parce que comme ça tu vas gagner un petit peu plus de place sur ton disque dur, mais tu auras quand même des photos en RAW. Donc moi je vais choisir le mode RAW et puis on va passer au mode suivant qui est le Dual Pixel RAW. Donc ça on peut venir l'activer ou le désactiver. Donc rapidement ce qu'il faut comprendre avec le mode Dual Pixel RAW, c'est que les signaux des photosites sont enregistrés en tant que deux images différentes dans une seule image RAW. Donc ça va nous permettre de gagner un petit peu en latitude lorsqu'on va passer au développement de notre photo. Donc ça c'est pas quelque chose qui va nous intéresser au premier abord, donc moi je vais le désactiver. Ensuite, recadrage aspect, moi je vais rester sur full, donc ça veut dire que ça va prendre la totalité de l'écran ou du capteur. On a le choix également de faire un recadrage en 1.6, donc ça va cropper dans l'image. Soit on peut se mettre en 1.1, dans ce cas-là on va avoir une image carrée, en 4 tiers ou alors en 16 neuvième. Moi je vais rester sur full, comme ça je peux effectuer mon recadrage après en post-production. Ensuite ici on a un menu téléconvertisseur numérique, on voit qu'il est désactivé. En fait il est désactivé parce que je suis réglé sur le mode RAW. Donc je vais enlever le mode RAW et passer en JPEG. Et tu vois ici que le téléconvertisseur numérique est activable. Donc là en fait c'est juste un zoom numérique tout simplement. Tu vois, tu peux faire un zoom en x2, x4, mais moi ça va pas du tout m'intéresser, donc je vais le désactiver et je vais repasser en mode RAW. Ensuite, menu numéro 2, ici on a une correction d'exposition. Moi je vais le laisser sur 0. On peut changer le nombre de stops, tu le vois juste ici. Mais moi je vais rester sur 0. Ensuite, réglage de sensibilité ISO. Donc ça on va voir tout à l'heure qu'on peut le configurer manuellement. On peut assigner un bouton du boîtier au réglage ISO. Donc moi je vais pas y toucher. Je vais le laisser sur automatique pour l'instant et on y reviendra tout à l'heure. Ensuite, prise de vue HDR PQ, c'est sur off. Moi je peux l'activer si jamais je fais du HDR. Le HDR en fait c'est un mode qui nous permet de prendre plusieurs photos d'expositions différentes et de les assembler pour qu'on gagne en plage dynamique. Donc High Dynamic Range signifie HDR en anglais. Donc moi je peux l'activer si jamais j'en ai besoin. Ça peut être utile en photo immobilière par exemple, je sais que c'est beaucoup utilisé, également en paysage, très peu en portrait. Je vois pas l'intérêt d'utiliser le HDR en portrait. Mais si jamais tu veux l'utiliser par exemple pour de l'immobilier ou même du packshot, je sais que c'est utilisé, tu peux l'activer juste ici. Donc là il est recommandé de mettre des priorités haute lumière sur activer si jamais on active le mode HDR. Donc on va y aller sur priorité haute lumière et tu vois que ça a changé automatiquement, en fait on est passé sur activer. Et si j'éteins le mode
HDR, on peut changer les hautes lumières et on peut les optimiser, les activer ou alors les désactiver. Ensuite, on a notre mode HDR qu'on peut venir activer. Donc moi je vais le mettre en mode plage dynamique. On a également le choix avec sujet en mouvement. Donc moi je vais quand même choisir plage dynamique. Et ici tu vas voir qu'on a plusieurs choix. Donc là on a le choix soit en automatique, soit plus ou moins un stop, soit plus ou moins deux stops ou plus ou moins trois stops. Donc en fait ça va appliquer une correction à plus ou moins 1, 2 ou 3 stops selon ce qu'on a comme sujet, ou alors en automatique, auquel cas il va calculer l'intensité de lumière qu'il va devoir prendre sur les autres photos pour ajuster. Donc moi je vais le laisser en automatique. Luminosité maximum limite, donc ça c'est pour le mode HDRPQ, il faut qu'il soit activé, donc je vais l'activer. Voilà. Donc soit on désactive la luminosité maximum limite, soit on l'active jusqu'à 1000 nits. Donc les nits c'est l'intensité de lumière. Moi je vais le désactiver, ça ne m'intéresse pas. HDR continue, donc c'est là que tu vas pouvoir choisir si jamais tu veux faire du mode HDR pour une seule photo ou alors pour toutes les photos. Donc si jamais tu le mets pour toutes les photos, il faut bien repenser à passer sur une photo ou alors de désactiver si jamais tu veux repasser en mode RAW classique. Donc moi je vais le mettre pour une photo. Alignement automatique des images, ça c'est activé. Alors moi je te conseille quand même de l'activer si jamais tu fais du HDR, comme ça tu vas quand même te retrouver avec ton fichier et ton alignement automatique. Qu'on peut également enregistrer les images sources, donc soit on enregistre toutes les images, soit on enregistre les images HDR seules. Donc l'image HDR c'est la fusion de toutes les images qui ont été prises en un seul fichier, mais ce fichier sera un fichier normalement en JPEG. Et si jamais tu sélectionnes toutes les images, et bien là tu auras le nombre d'images que tu auras prises en RAW et tu pourras avoir le choix également de les fusionner sur ordinateur. Ensuite on a la correction automatique de luminosité, donc là c'est désactivé, moi ça va pas m'intéresser. On a également la priorité haute lumière qu'on a vu tout à l'heure, donc moi je vais le désactiver également. Je vais désactiver la prise de vue HDR et je vais désactiver la priorité haute lumière parce que je ne fais pas de HDR, en tout cas ça ne m'intéresse pas à l'heure actuelle. Mais en tout cas, si jamais tu veux faire des photos en HDR, c'est ici que ça se passe dans le sous-menu numéro 2 du menu photo. Alors on passe au sous-menu numéro 3, prise de vue anti-scintillement. Donc ça c'est si jamais tu te trouves dans des situations où tu as de la lumière un petit peu qui scintille. En fait tu vas pouvoir activer ce mode et si jamais tu shootes en rafale, tu auras une homogénéité sur toutes tes photos. Chose qui n'est pas forcément le cas si jamais ce mode est désactivé et que la lumière dans la pièce dans laquelle tu te trouves scintille. Donc si jamais tu actives ce mode, tu peux voir ici un petit message qui te dit la vitesse de la prise de vue en continu peut ralentir. Donc ça c'est normal, ça veut dire qu'il va calculer en temps réel l'intensité de la lumière, donc ça va forcément ralentir les capacités de ton boîtier. Donc moi je vais le désactiver. On peut voir ensuite qu'il y a un autre mode prise de vue anti-scintillement, mais cette fois en haute fréquence, donc HF pour High Frequency. Donc on peut l'activer également et ici on a un réglage manuel et tu vois juste en bas qu'on peut régler une vitesse d'obturation par palier de une vitesse en fait. C'est plus par palier de 1/3 de stop ou 1/8 de stop entre chaque vitesse. Là c'est vraiment du très précis. Donc on a 1 sur 138,8, 139,6, 140,3 etc. Là tu peux vraiment régler ta vitesse de manière très très précise. Et tu as également un mode qui te permet de détecter automatiquement selon la pièce dans laquelle tu te trouves. Donc on va le faire ici. Là il nous dit détecter scintillement, ne bougez pas l'appareil pendant la détection. Donc je vais cliquer sur OK. Détection en cours. Pas de scintillement détecté. Forcément moi je me trouve dans un environnement contrôlé avec des lumières qui scintillent pas du tout. Donc c'est pas mon cas ici, mais si jamais tu te trouves dans un environnement où il y a des lumières qui scintillent justement pour faire des prises de vue en rafale, tu vas pouvoir modifier ce genre de réglage ici. Donc je viens le redésactiver. Ensuite on a le contrôle speedlight externe. Donc le speedlight c'est la petite griffe qui se trouve juste au-dessus sur laquelle tu peux venir brancher des accessoires tels qu'un micro ou un flash. Des flashs compatibles forcément Canon. Moi il se trouve que j'en ai pas ici donc je ne vais pas pouvoir te montrer. Mais si jamais tu possèdes un micro ou un accessoire compatible avec le contrôle speedlight, tu vas pouvoir venir le connecter et l'alimentation se fera automatiquement et tu as tout un tas de réglages que tu vas pouvoir venir régler. Donc moi je vais revenir en arrière. Ensuite on a le mode de mesure, donc ça c'est pas hyper important, moi je le laisse toujours sur mesure évaluative. On a mesure sélective, spot ou centrale, moi je le laisse sur évaluative en permanence, c'est pas quelque chose dont je vais me soucier. Ensuite on passe au sous-menu numéro 4 et en premier lieu on a la balance des blancs qui est par défaut réglée sur Automatic White Balance. Donc on a le choix ici, on a lumière du jour, on a ombragé, on a nuageux, on a lumière tungstène, lumière fluo blanche, flash, lumière personnalisée et température de couleur. Donc par défaut la température de couleur est réglée à 5200 Kelvin. Moi je peux la régler à 5600, c'est la température que j'aime bien. Parfois il y en a qui se mettent à 5000 Kelvin, ça dépend.
Mais ça c'est quelque chose que je fais en permanence, je règle toujours ma température de couleur sur les Kelvin, jamais en automatique. Ça c'est quelque chose que j'ai pris l'habitude de faire au fil des années. Au départ je me mettais en automatique white balance, ça faisait un job ok, mais je préfère quand même avoir un contrôle manuel sur ma température de couleur. Ensuite on a une balance des blancs personnalisée, donc là on n'a pas d'image malheureusement qu'on peut modifier. Écart, bracketing, balance des blancs, moi je vais rester sur 0. Donc voilà, tu peux modifier les greens, les bleus, les blues, les reds. Tu peux partir dans les magentas, tu peux faire un peu tout ce que tu veux. Regarde, si tu pars dans les greens, là tu peux partir dans les rouges. On voit en temps réel le changement, donc ça peut être intéressant parfois. Mais moi je vais rester à 0, je trouve que c'est vraiment le sweet spot. Style d'image, par défaut c'est réglé en automatique, moi je vais changer ça, je vais passer en neutre. Et on peut également régler l'intensité si on clique sur le bouton info. On peut régler la force, la finesse et le contraste et la saturation et la teinte. Enfin on peut vraiment régler plein de choses. Donc moi je vais rester comme ça je pense. Ouais, ça me convient bien. Saturation sur 0, teinte couleur, ok. Moi je vais rester sur neutre et rester comme ça. Ensuite on a les réglages de clarté, donc si jamais tu apportes plus de clarté, l'image va être un peu plus nette, un peu plus précise, plus sharp. Tandis que si à l'inverse tu baisses la clarté, elle va être un peu plus douce. Donc moi je vais rester sur 0. Et on passe à l'onglet suivant qui est prise de filtre créatif. Donc moi c'est un onglet qui va pas du tout m'intéresser, donc je vais le laisser désactiver, mais je vais te montrer quand même ce que c'est. Ici on peut choisir des filtres en noir et blanc, on peut créer aussi du flou artistique, avoir un effet de grand angle, tu vois, c'est pas très joli. On peut également avoir un effet peinture à huile, un effet aquarelle, appareil photo joué, effet miniature. Moi je vais tout désactiver parce que ça ne m'intéresse absolument pas et on passe à l'onglet suivant. Ici on a la correction d'aberration objectif, donc là par défaut elle est réglée sur on, sur la correction du vignettage, donc ça peut être intéressant si jamais ton objectif, par exemple si tu as un objectif grand angle et qu'il a tendance à faire du vignettage sur les contours, tu peux activer la correction pour qu'il y ait un peu moins de vignettage. Ensuite, on a la correction de distorsion, donc là par défaut elle est grisée avec l'objectif qui se trouve juste ici. L'objectif, on a l'info qui est juste au-dessus, c'est le RF 2450 F4563 IS STM. Donc c'est un objectif de base, c'est l'objectif kit qui vient avec le boîtier Canon EOS R8. Donc on n'a pas la possibilité de corriger la distorsion parce que sûrement qu'il n'y en a pas avec cet objectif là. Mais si jamais je viens mettre par exemple le 1535 qui me filme en ce moment, je vais peut-être pouvoir activer la correction de distorsion. Ensuite, optimisation objectif numérique, moi je vais laisser sur standard. Réduction du bruit en exposition longue, donc ça c'est quand tu fais des longues expos, à savoir que les longues expos c'est au-delà de 1 seconde en général. C'est recommandé d'utiliser un trépied bien entendu. Et tu peux activer justement une réduction du bruit lorsque tu fais des photos en pose longue. Donc moi je vais le laisser désactiver parce que je ne m'en sers pas pour l'instant. Ensuite, réduction du bruit en ISO élevé, par défaut c'est réglé sur standard. Je peux totalement le désactiver, le régler sur faible ou le régler sur élevé également. Alors à savoir que si jamais on le règle sur élevé, ça va diminuer un petit peu les performances et la rapidité de ton appareil parce qu'il va plus travailler pour réduire le bruit lors de photos en ISO élevé plutôt que si jamais on le laisse en standard. Donc moi je vais le laisser en standard, c'est très bien comme ça. Effacement des poussières, donc ça c'est si jamais tu veux effacer les poussières qui sont présentes sur ton capteur. Je vais cliquer sur OK et on va voir ce que ça fait. Voilà, il me dit juste qu'il est en train de nettoyer le capteur. Voilà, donc là c'est terminé. Allez, on passe au menu suivant, le menu exposition multiple. Donc ça peut être intéressant si jamais tu peux faire de la double expo. Donc moi je vais le désactiver, je vais te montrer un petit peu comment ça fonctionne. Contrôle d'exposition multiple sanguin, moi je vais le laisser sanguin comme ça. Nombre d'expositions, je peux faire 2 expositions, on peut en choisir jusqu'à 9 il me semble, ouais voilà c'est ça. Donc moi je vais rester sur 2. Exposition multi continue, alors soit c'est sur une photo, soit tu fais ça en continu, donc comme tout à l'heure pour le mode HDR, il faut bien penser à le remodifier si jamais tu veux retourner en mode de photo normale. Donc là je vais faire sur une photo pour te montrer l'exemple. Ensuite je vais prendre ma première photo, donc je vais prendre le capuchon qui se trouve juste ici. Donc du coup je vais prendre ma première photo, hop. Et tu vois ici qu'on a un petit flou avec la deuxième photo, donc la deuxième je vais la prendre comme ça. Hop, donc là il me dit qu'il est occupé, il a fusionné les deux photos, le résultat est absolument dégueulasse, mais c'est juste pour te montrer un petit exemple de comment on utilise ce mode
Donc tu vois là, vu qu'on a sélectionné une seule photo, c'est revenu en désactivé. On a le mode Rafale RAW, donc ça c'est le mode qui est super intéressant je trouve sur ce boîtier. Le mode Rafale RAW, on va pouvoir l'activer et en fait on va pouvoir également activer le mode de pré-prise de vue. Donc le mode de pré-prise de vue, en fait ça va enregistrer de manière permanente tout ce que le boîtier y voit. Et si jamais on a loupé une scène, par exemple un envol d'oiseau ou quelqu'un qui passe devant nous ou quelque chose comme ça, et ben lorsqu'on appuie sur le déclencheur, en fait lui il aura enregistré déjà des photos 0,5 secondes avant qu'on ait appuyé. Donc une demi-seconde juste avant. Donc je vais te montrer un petit peu comment ça fonctionne. Je vais faire mon focus et déclencher le mode Rafale RAW. Hop là. Donc là tu vois qu'en l'espace de même pas une seconde ou 2 secondes, j'ai pris énormément de photos. Et si jamais je fais lecture, là, tu peux voir ici que notre série de photos a été prise. Donc là si j'appuie sur le bouton 7, on peut voir toutes nos photos qui ont été prises. Donc soit on lit nos photos tout simplement. Donc là on peut voir qu'on a au total 53 photos qui ont été capturées. Et on peut forcément les regarder et les faire défiler comme ça. Je vais venir redésactiver le mode Rafale RAW. Donc ça c'est un mode qui est hyper intéressant, qui peut être utilisé à la fois en mariage, en sportif, en animalier. Attention cependant à avoir une bonne carte SD parce que la vitesse d'écriture est hyper importante. Si jamais tu prends du V30 ou du V60, moi je suis pas sûr que le mode Rafale RAW arrive à tenir vraiment longtemps. Je te conseille de prendre des bonnes cartes type V90 avec un bon espace de stockage du genre 64, 128 ou 256 Go, ça fera largement l'affaire. On a bracketing de mise au point. Alors ça c'est vraiment quelque chose qui est hyper intéressant, qui est disponible sur beaucoup de boîtiers également. Le bracketing de mise au point, qu'est-ce que c'est? En fait ça va nous permettre de faire un focus sur une zone précise sur un sujet, et grâce à l'autofocus justement et au nombre de prises de vue qu'on aura déterminé, et il va prendre autant de photos pour les mettre bout à bout et les empiler et nous faire un bracketing de mise au point. Donc en gros tout notre sujet sera net. Donc j'ai conscience que toutes ces notions sont assez complexes à comprendre au premier abord si jamais t'as pas l'habitude. Le bracketing de mise au point, je compte en faire une vidéo dédiée parce que c'est quelque chose que j'adore faire et j'en ai jamais parlé dans des vidéos YouTube, mais c'est vraiment quelque chose que j'adore sur mes packshots, et vu que je fais beaucoup ça pour des clients, eh bien c'est quelque chose que j'utilise énormément et je compte en faire une vidéo dédiée. Donc si jamais ça t'intéresse, moi je t'invite à t'abonner à la chaîne, ça devrait voir le jour dans les semaines à venir. On passe au menu suivant. Ici on a le mode d'acquisition, donc ça c'est quelque chose qu'on va retrouver également sur l'écran principal. Donc on a le vue par vue, on a le mode haute vitesse en rafale, donc ça c'est le mode qui va nous permettre de shooter en rafale jusqu'à 40 images par seconde sur le Canon EOS R8. Donc on a plusieurs modes de rafale, on a également un mode haute vitesse. Donc je sais plus exactement combien de photos ce mode haute vitesse en rafale peut nous permettre de prendre, mais je sais que c'est assez élevé. Je te mets à l'écran ici le nombre de photos. Ici on a basse vitesse en rafale, je te mets également à l'écran parce que je ne me souviens plus de tête. On a ici le retardateur 10 secondes, le retardateur 2 secondes et le retardateur en continu qui peut nous permettre de prendre jusqu'à 10 photos. Donc moi je vais rester en mode vue par vue. Ensuite on a le mode minuteur intervalle qui est par défaut désactivé, donc on va pouvoir l'activer et déterminer le nombre de prises et le nombre d'intervalles. Par exemple si jamais tu veux faire un timelapse ou quelque chose comme ça, tu vas vouloir, pour un timelapse de 2 secondes, on va prendre 50 photos avec une intervalle de 1 minute et 10 secondes. Voilà. Et si jamais je fais ça, je pose mon appareil sur un trépied et toutes les minutes et 10 secondes, il va prendre une photo jusqu'à ce qu'il ait rempli les 50 photos. Donc voilà, c'est juste pour te montrer un exemple de comment ça fonctionne. On a minuteur bulbe, donc là moi je suis réglé en mode manuel, mais si jamais je viens me régler en mode bulbe, juste ici, on a notre pause bulbe et on peut venir déclencher notre minuteur avec un temps d'exposition. Donc là, si on appuie sur la touche info, donc ça c'est pour ajuster vraiment manuellement si jamais tu fais des photos en longue expo, de l'astrophotographie, des choses qui nécessitent d'avoir une pause très très longue. Par exemple tu mets un filtre ND la nuit ou alors tu es dans le noir complet, et bien tu peux activer justement le mode bulbe et faire des très très longues expositions. Donc là tu peux régler en secondes bien sûr, tu peux régler en minutes et en heures. Donc là on va mettre par exemple, je sais pas, 8 heures et 3 minutes. Là c'est le temps d'exposition qu'il y aura sur ma photo. À savoir que 8 heures c'est tout simplement énorme. Donc je vais le redésactiver. On a la fonction obturateur silencieux. Donc là par défaut c'est réglé sur off. Donc là si tu écoutes bien l'obturateur on l'entend. Voilà. Si jamais je viens changer ça, obturateur silencieux, je reprends une photo.
Voilà, on n'entend absolument rien. Donc ça dépend forcément des personnes selon ce que tu préfères faire. Et j'aime pas trop le bruit de l'obturateur électronique sur ce boîtier-là, donc je préfère le mettre en silencieux. Je sais que les photos quand même elles sont prises, donc ça me dérange pas. Et puis même en mode rafale aussi, c'est mieux de l'avoir en silencieux parce que faire du tac 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 toute la journée, je sais qu'au bout d'un moment c'est contraignant. Donc si on désactive la fonction obturateur silencieux, on a également un mode d'obturation, un rideau électronique ou alors électronique. Moi je peux passer en électronique, ça me dérange pas. En fait le mode électronique ça va nous permettre justement de pouvoir shooter si jamais on prend le mode rafale plus à 40 images par seconde, parce que ce mode est uniquement disponible avec le mode obturateur électronique, pas avec l'obturateur mécanique. Donc moi je vais le laisser comme ça en mode électronique et je vais activer l'obturateur silencieux. Voilà. Déclencher obturateur sans carte, bah non. Aucun intérêt de faire des photos sans carte. Ouais, moi je vais me mettre sur off, tiens, voilà. Menu suivant, mode stabilisé, à savoir que le Canon EOS R8 ne possède pas de stabilisation de capteur interne, mais par contre on peut activer la stabilisation numérique du capteur. Ensuite, personnalisation des contrôles rapides, modifier la disposition. Donc là ça va nous afficher en fait une liste des différents menus qu'on va pouvoir afficher sur notre écran principal. C'est ça le contrôle rapide, c'est le bouton Q qui se trouve au milieu de la roue, qui est juste ici là. Donc le bouton Q c'est ça qui va nous intéresser, on va avoir notre pouce en permanence pour pouvoir changer tous nos réglages. Donc ça on peut venir le personnaliser, on peut mettre par exemple la photo RAW, on peut, si jamais on fait du HDR, on peut venir incorporer le HDR dans notre menu principal. On a tout un tas d'options, donc je te laisse regarder si jamais ça t'intéresse. Moi je vais quand même enlever les filtres créatifs, je vais enlever le style d'image, white balance je le garde, prise de vue anti-scintillement je l'enlève. Mode de mesure, je le garde. Recadrage aspect, je l'enlève. Autofocus, je garde. Ça, je garde. Qualité d'image, j'enlève. Mode d'acquisition, je garde. Donc là, tu vois, on a enlevé quand même 5 menus sur les 11 disponibles. Et là, si tu vois qu'on appuie sur le bouton Q, bah, tu vois qu'on a un peu moins d'options. Tu vois, elles sont grisées, celles qu'on va pas vouloir garder. Donc voilà. Donc ça, forcément, hein, tu fais selon tes préférences et selon tes habitudes. Déclenchement tactile, moi je vais le laisser désactiver parce qu'en fait si jamais tu l'actives, ça va faire en sorte à ce que dès que tu appuies sur l'écran, ça va prendre une photo, donc tu vas pas pouvoir forcément changer tes réglages, ou si jamais tu appuies à côté de ton réglage, ça va prendre une photo que tu n'as pas forcément envie de prendre. Donc moi je le laisse désactiver en toute occasion. Revue image, ça c'est quand tu vas prendre une photo, il va t'afficher directement la photo que tu vas prendre automatiquement. Et là tu peux régler la durée de revue, soit tu la désactives, soit tu la laisses en maintien. C'est-à-dire que dès que tu prends ta photo, il va te l'afficher jusqu'à ce que tu fasses autre chose. Soit tu la désactives totalement, moi c'est ce que je fais. Affichage du viseur, activé ou désactivé pour la revue des images. Moi je le désactive également. Si jamais je veux revoir mes images, j'appuie sur mon bouton lecture pour simplement revoir mes images. Affichage haute vitesse, donc là par défaut il est grisé, donc on ne peut pas l'activer. Délai des mesures, ça va pas nous intéresser également, moi je passe. Allez, on poursuit avec le menu, on a l'affichage de simulation. Donc si jamais on le désactive, tu vas voir ici qu'à chaque fois qu'on va changer de cadrage en fait, ça va nous afficher ce que le boîtier voit. Et si jamais on vient activer l'affichage de simulation ici sur exposition, en fait ça va afficher seulement ce qu'on a réglé comme paramètre. Donc ça va nous donner vraiment le résultat de la photo qu'on va prendre. Donc je trouve ça mieux de régler sur exposition. Ça va nous permettre de corriger vraiment tous nos réglages en temps réel en fonction de la luminosité de notre scène et de l'endroit dans lequel on se trouve. Donc moi je vais le laisser comme ça. On a aide affichage simulation viseur optique, donc ça on peut également l'afficher ou le désactiver, moi je le désactive. On a affichage info prise de vue, donc là on a pas mal de petites fonctionnalités intéressantes. On a réglage info écran, donc là par défaut les 5 réglages sont cochés, donc on peut en enlever, en décocher, par exemple celui-là je m'en sers pas, celui-là je m'en sers pas. Voilà, celui-là je m'en sers pas, celui-là je m'en sers pas, donc je vais garder que le 3, celui-là il m'intéresse. Ah si, je vais garder que le 3 et le 4. Comme ça si jamais j'ai des fonctionnalités qui ne m'intéressent pas sur l'écran, je vais pouvoir les enlever. Et là si je reviens et que j'appuie sur info, là j'ai plus rien. Et là je peux juste naviguer entre ces deux barres de menu là. Je reviens là-dessus. Réglage basculement info viseur. Donc là c'est la même chose mais pour le viseur. Donc là je vais désactiver celui-là. Je vais garder que ces deux-là. Affichage vertical viseur, moi je vais l'activer. Donc ça va permettre en fait si jamais tu prends tes photos directement à la prise de vue comme ça à l'œil, de pouvoir changer le format d'affichage de tes photos. Donc ça c'est vraiment intéressant également.
Affichage du quadrillage, donc là on a le choix entre le 3 par 3, on a le 6-4, le 3-3 plus la diagonale, ou alors le désactiver. Moi j'aime bien garder ma ligne des tiers quand même, c'est vraiment la chose dont je me sers le plus souvent en photographie, c'est vraiment pour moi le plus important, donc je le laisse. Histogramme, on peut garder le histogramme de la luminosité ou alors l'histogramme de la couche RVB. Moi je reste sur luminosité, c'est vraiment ce qui m'intéresse, c'est ça, c'est vraiment les tons sombres et les hautes lumières, les couleurs ça m'intéresse pas forcément. Taille d'affichage grande, moi je laisse sur grande, j'aime bien l'avoir vraiment en grand sur mon écran, si jamais je le laisse en plus petit, bah ce sera pour le coup vraiment petit, tu vois, ça prend vraiment une toute petite partie de l'écran, alors là forcément sur un grand écran comme toi tu le vois, bah c'est peut-être grand, mais sur un petit écran d'appareil photo, je te jure c'est vraiment minuscule. Donc moi je vais le laisser sur grand. Ensuite, affichage info objectif, distance de mise au point toujours. Affichage distance focale toujours activé également. Donc ça, on laisse comme ça. On revient en arrière, format d'affichage viseur. Donc là, c'est la même chose. Format d'affichage, soit c'est comme ça, soit on crop. Moi, je vais laisser en affichage 1. Performance d'affichage économique ou fluide. Moi je le laisse en mode éco, c'est très bien comme ça. On passe au dernier menu, alors celui-là il correspond un peu plus à des fonctionnalités vidéo, donc ça on y reviendra dans quelques instants. Je vais vraiment pas m'attarder là-dessus, on va passer directement à l'autofocus. Donc là ici tu peux sélectionner ton mode d'opération autofocus, donc soit en one shot, soit en high focus ou en cerveau. Moi j'aime bien me mettre en cerveau. Zone d'autofocus, donc là tu peux vraiment régler ta zone, soit tu prends l'AF spot, donc dans ce cas là ça va, donc là tu as un point vraiment au milieu et ça va détecter le spot et puis faire le focus sur cette zone là. Soit tu as un collimateur autofocus, donc là ça va vraiment faire le point sur le collimateur qui est que tu as sélectionné. Donc tu vois genre ici, tac, ça fait le point, là ça fait le point, là ça fait le point, voilà. Ensuite, soit tu as la même chose avec une zone un peu plus élargie, donc forcément si jamais il y a des choses qui se trouvent sur les petits points en haut, en bas, à gauche ou à droite, bah, il va faire le point dessus également, voilà. Soit vraiment toute la zone autour, soit une zone flexible, donc ça peut être cool également, c'est une zone qui est un peu plus élargie. Soit une deuxième zone, soit une troisième zone, enfin tu as vraiment beaucoup de choix. Moi j'aime bien me mettre en élargir zone autofocus, vraiment un point et quelques points autour. Ensuite bah, tu as le mode de suivi de Live Cerveau, donc soit tu l'actives, soit tu le désactives. Tu as également les sujets à détecter, donc ça c'est hyper intéressant également. Tu peux sélectionner soit des personnes, soit des animaux, des véhicules, ou aucun, ou alors tu le mets en automatique. Dans ce cas là il va décider à ta place ce qu'il va devoir gérer en focus. Donc moi je vais le laisser par défaut sur personne, et si jamais je veux le changer, bah, je vais pouvoir venir dans mon menu principal. Tu peux voir ici, là je peux passer directement sur animaux. Et là j'appuie sur le bouton Q, je repasse sur personne. Voilà, c'est vraiment rapide. Détection de l'œil automatique, œil droit ou œil gauche, ça dépend, ou alors désactivé, moi je le laisse sur automatique. Changement de sujet suivi, 1 ou 2, ça c'est selon le nombre de personnes qui se trouvent sur ta scène. Donc tu peux le laisser sur sujet 1 ou alors il y a un deuxième sujet, dans ce cas là tu peux faire un changement de mise au point sur ton deuxième sujet. Moi je vais le laisser sur un sujet. Mode de mise au point, autofocus, ok. Bon, on poursuit, on était sur le menu AF Cerveau, enfin les modes d'AF Cerveau, donc on a plusieurs choix. On a le choix 1 qui est un réglage polyvalent et versatile, ce qui est marqué sur l'écran. Le choix 2 c'est continuer à suivre le sujet en ignorant les obstacles. Donc ça peut être intéressant, par exemple si jamais tu traques quelqu'un, je pense notamment à un match de foot, des endroits où il y a vraiment beaucoup de personnes, ou alors une foule de personnes, ou de l'événementiel, ou des choses comme ça. Tu files ton sujet sur la personne, il va traquer uniquement cette personne-là. La case 3, mise au point immédiate sur les sujets entrants sur le collimateur. Donc là, c'est par exemple, il met en exemple une course de vélo, donc c'est typiquement ça. Ça peut être une course de voiture également, donc si jamais tu es fixe ou alors tu fais un petit léger mouvement comme ça, et bah, dès que tu as des sujets entrants, il va les détecter et les suivre. Ensuite, tu as la case 4 pour les sujets qui accélèrent ou qui ralentissent subitement. Donc typiquement, match de foot, c'est beaucoup pour le sport également, hein, basket, ça peut être des trucs comme ça. Ou alors tu mets en automatique, comme ça il va adapter selon la scène qu'il va voir. Moi je le laisse en automatique, c'est très très bien comme ça. On a ensuite priorité déclenchement AF one shot. Donc aperçu autofocus, moi je le laisse en désactivé, c'est très bien comme ça. Pilotage objectif si AF impossible, moi je le laisse sur on. Comme ça, si jamais il n'y a pas de fonction d'autofocus, bah, tu vas pouvoir gérer ton focus manuellement sur ton objectif. Donc ça c'est on. Ensuite, paramètres toucher, déplacer, autofocus.
Donc ça peut être intéressant de l'activer parce que si jamais tu veux déplacer ton autofocus, ça peut être intéressant. Si jamais tu as ton sujet qui se trouve sur la droite et que tu veux basculer soudainement sur la gauche, bah, tu vas pouvoir le switcher comme ça. Méthode de position relatif ou absolu, moi je laisse en relatif. Zone de tactile activée, soit panne complet, soit à droite, soit à gauche, soit en haut, en bas. Enfin, tu as vraiment plein de possibilités. Moi je vais choisir panne complet et là bah, tu peux voir, tac. On peut désactiver, on peut changer son mode d'autofocus. Donc là j'ai appuyé, je mets sur le deuxième écran, j'ai appuyé sur ce petit bouton ici là à côté de la loupe. Donc là si on clique ici, tu peux voir qu'on peut changer notre mode de focus. On peut venir le modifier tout simplement. Ensuite nous avons limité zone d'autofocus. Moi je veux pas limiter mes zones d'autofocus. Collimateur lié orientation. Donc ça c'est quand tu changes d'orientation de boîtier. Je vais le laisser comme ça. Limiter sujet à détecter. Je veux pas limiter de sujets, je veux vraiment qu'il y ait tout. Détection œil gauche-droite. Je vais le laisser pareil comme ça. On passe au menu suivant. Le menu suivant concerne les paramètres de repère manuel focus. Donc ça peut être intéressant de l'activer. Donc là on voit pas très bien l'écran, mais normalement ça devrait mettre des petites zones rouges ou bleues selon la couleur que tu auras paramétrée. Tu vois, tu peux mettre bleu, jaune ou rouge avec un niveau faible ou élevé. Moi je vais le laisser surélevé. Ensuite, tu as le guide de mise au point, donc ça c'est important de l'activer également quand tu es en focus manuel. Tu vois que là tu as un petit guide avec un espèce de niveau. Et si jamais tu viens bouger ton focus manuel, et bien là, tu as une zone verte. Donc là, ça veut dire que la zone verte, bah, tu es en focus, tout simplement. Donc ça, je vais le laisser activer en permanence. Je vais repasser en autofocus par contre sur mon objectif. Ensuite, AF Servo vidéo, on l'active également. Mise au point manuel électronique permanente, je le laisse sur désactiver. Mise au point manuel avec objectif, je laisse sur désactiver également. Mise au point commande désactiver. Rotation de la mise au point, bah là c'est pour genre si jamais tu tournes à droite, bah, ça va augmenter la distance de mise au point, et si tu vas à gauche, ça va diminuer la distance de mise au point. C'est mieux de le laisser par défaut. C'est plus simple comme ça. Sensibilisation de bague de mise au point, moi je le laisse en mode normal. J'espère que tu es toujours avec moi et que tu suis cette très longue vidéo. Le menu suivant concerne le menu lecture. Donc là on a le choix de protéger les images, effacer les images, faire pivoter les photos. Donc là on peut faire pivoter si jamais on en a envie, comme ça, tac. On revient en arrière, changer info, rotation vidéo, on s'en fout, on n'a pas de vidéo. Classement, on peut sélectionner des images et mettre des petites étoiles sur nos photos, comme ça dès qu'on arrive sur l'ordi, on sait exactement quelles photos ont été sélectionnées. Ordre d'impression, moi ça va pas me concerner. Configuration livre photo, ça m'intéresse pas non plus. Traitement des images RAW, création assistée, tout ça c'est je passe rapidement, mais c'est vraiment des options qui vont pas forcément nous intéresser. Si jamais tu es intéressé pour vraiment voir ça plus en détail, moi je te laisse de la documentation en bas de cette vidéo pour que tu vois ça plus en détail, mais là je passe vraiment rapidement. Information de lecture, alerte surexposition, là ça va t'afficher en fait toutes les alertes de surexposition si jamais ton image a eu des surexpositions justement. Donc si jamais tu le mets activé et que tu lis ta photo, bah là tu vois ici justement sur l'écran qu'on a des alertes de surexposition. Je vais désactiver ça. Pareil pour l'autofocus, si jamais tu l'actives, ça va montrer le point de focus de ton image. Quadrillage lecture désactivé. Le menu suivant concerne les connexions qu'on peut effectuer entre le boîtier et soit un smartphone, une tablette, ou alors directement à un ordi grâce au logiciel Canon EOS Utility. Ou alors on peut carrément télécharger les photos via une connexion et l'application Image Canon qui se trouve sur notre smartphone. Donc ça, si jamais tu es en déplacement, ça peut être intéressant, tu appaires les deux, c'est très facile à faire. Tu as juste à installer l'application sur ton téléphone et puis tu peux faire ça sans problème. Donc, je vais pas te montrer en détail comment ça fonctionne, mais c'est vraiment très simple. Mode avion, on peut l'activer ou le désactiver. Moi je vais le désactiver. Paramètres Wi-Fi, c'est pareil. Je vais le désactiver par contre. Réglage Bluetooth, je vais le désactiver également. Nom de l'appareil photo, donc là tu peux le changer. Tu peux par exemple l'appeler du nom de ta boîte de prod, ton nom à toi, enfin bref, tu peux appeler ce que tu veux ou alors le laisser par défaut. Moi c'est ce que je vais faire, je vais le laisser par défaut. Réglage dispositif GPS, moi je le laisse désactiver. Détail erreur, réinitialiser réglage communication, je laisse comme ça. On passe au menu des réglages, donc là c'est un menu qui va forcément nous intéresser parce qu'il y a tout un tas de réglages qu'on peut effectuer également. Sélectionner le dossier, donc là on peut créer un dossier dans lequel ranger les photos. Donc là sans Canon, si jamais tu connais Canon, tu sais que les photos sont rangées dans des dossiers quand on les met sur l'ordinateur. Moi je vais le laisser comme ça. Numéro des fichiers, soit tu fais en continu, tu peux également réinitialiser, tu peux faire ce que tu veux. Ici tu peux venir formater la carte, donc ça c'est quelque chose que je te recommande de faire avant chaque utilisation de boîtier. Si jamais tu utilises une carte qui est vide,
tu la formates, comme ça tu es prêt à partir pour ton shooting. Rotation automatique, bah oui. Ajustement info, rotation vidéo, moi je vais l'activer. Réglage heure zone, bah si jamais tu changes de pays, qu'il y a un autre fuseau horaire ou alors qu'on change d'heure tout simplement en France, bah c'est ici que ça se passe. Ensuite, système vidéo, donc là on reviendra sur ça plus en détail tout à l'heure en vidéo. Mais là tu peux choisir le système pour PAL ou NTSC. Alors le système PAL c'est ce qui est, c'est la norme européenne et le système NTSC c'est ce qui est un peu plus la norme aux États-Unis et au Japon. Et c'est là que tu vas pouvoir switcher de norme pour passer en mode 180 images par seconde au lieu de 150 en mode PAL. Taille du texte, tu peux gérer la taille du texte, tu peux avoir des guides aussi. Guide fonction, signal sonore, moi je vais le désactiver parce que je ne supporte pas les signaux sonores sur les appareils photo. Et puis quand tu arrives dans un endroit pour un photoshoot, bah, tu as envie de te faire discret tout simplement, donc je vais le désactiver. Tu peux également régler le volume du casque qui se trouve juste ici, donc soit tu augmentes le volume, soit tu le laisses par défaut. Moi je le laisse par défaut. Ensuite on a un mode écho. Donc là tu peux venir régler tout un tas de paramètres, par exemple atténuateur d'écran au bout de 10 secondes, 15 secondes, 20 secondes, 30 secondes, ou désactiver. Moi je vais le désactiver. L'écran s'éteint au bout de... moi je désactive tout ça, j'ai horreur quand les écrans s'éteignent. Arrêt automatique 30 secondes, pareil j'ai horreur quand ça s'éteint donc je désactive. Viseur désactivé, le viseur c'est pas très grave, je m'en sers pas pour l'instant. Donc ouais je peux le désactiver au bout d'une minute, ça va me faire garder un petit peu de batterie. Voilà, je reviens en arrière, affichage écran viseur. Donc là je le mets en automatique, donc soit je le laisse en écran seul, soit en basculement auto, soit en viseur seulement, soit en écran seulement. Donc là tu as le choix entre les quatre, moi je vais le faire en écran seul pour l'instant. Luminosité de l'écran, bah c'est ici que ça se passe, tu vas pouvoir changer la luminosité ainsi que celle du viseur. Tu peux également régler la teinte du viseur et également un agrandissement UI et la résolution HDMI. Donc là mon câble HDMI est actuellement branché à un enregistreur, donc je peux pas modifier les paramètres pour l'instant. Ensuite, commande tactile, on va régler en standard, soit il y a sensible ou désactivé. Donc si on désactive la commande tactile, on n'a plus accès à la commande. Je vais le laisser en standard. Verrouillage multifonction, donc là lorsqu'on vient se mettre en mode lock, juste ici là, en fait on est en mode verrouillage quand on est comme ça, et du coup bah, on peut gérer quelle molette on va pouvoir activer ou désactiver. Donc moi je vais retourner en mode on, et si jamais je veux désactiver cette molette je peux le faire, et le déclenchement tactile je vais le faire. Je vais tout activer en mode verrouillage si jamais je passe en mode lock. Voilà, je reviens en arrière, nettoyage du capteur. Donc là on peut régler le nettoyage automatique du capteur à chaque extinction de boîtier. Donc c'est ce que je vais faire. Nettoyage immédiat, non, pas forcément. Choisir appli de connexion USB. Là on n'a rien pour l'instant, donc mais si jamais tu as par exemple appli Canon pour iPhone, bah, tu peux le faire ici. Ensuite ici tu peux réinitialiser l'appareil, donc ça c'est le truc que j'ai fait au tout début de cette vidéo. Tu as les modes de prise de vue personnalisés. Donc là si jamais tu regardes ici, il y a le mode C1 et C2, c'est ces deux modes que tu vas pouvoir venir personnaliser. Si jamais tu as des habitudes de photo et que tu dois absolument avoir des réglages très très rapidement, bah, tu peux switcher entre les modes C1 et C2 pour mettre des paramètres vraiment très personnels à ton utilisation. Info batterie, on va cliquer dessus pour voir combien il nous reste, et l'autonomie et la capacité de recharge. Donc là on est forcément sur un boîtier qui est tout neuf, donc la capacité est au maximum, et l'autonomie, vu que ça fait un petit moment que je parle et que je te présente ce menu, l'autonomie a diminué. Info de copyright. Saisir le nom de l'auteur, non pas forcément, moi ça m'intéresse pas. Saisie détail du copyright, ça m'intéresse pas. URL, afficher le logo certif, firmware. Le firmware, c'est forcément la version de logiciel qui est présente sur ton boîtier. À savoir que souvent Canon fait des mises à jour justement de leur boîtier, de leur gamme de boîtiers, et propose des mises à jour disponibles sur leur site internet. Donc si jamais ça t'intéresse d'aller voir ça, moi je te laisse le lien du site où on trouve les mises à jour de firmware dans la description. Je t'encourage à faire une petite veille assez fréquente, tous les mois, tous les 2 mois, surtout sur des boîtiers récents, il peut y avoir des mises à jour apportées très très rapidement. Allez, on poursuit, on passe au menu de personnalisation. Donc ici on peut régler les paliers d'exposition, soit en valeur de 1/3 de diaph, soit en valeur d'1/2 de diaph. Donc moi je préfère rester en valeur de 1/3. Les sensibilités ISO, pareil, on peut rester en 1/3. Sensibilisation depuis mesure ISO automatique, donc automatique. Annulation bracketing auto, moi je laisse sur on. Séquence de bracketing, moi je laisse comme ça. Nombre de vues bracketées 1. On passe au suivant. Donc là il y a beaucoup de menus de personnalisation, je ne vais pas passer en détail, je poursuis quand même rapidement. Là on a un réglage de gamme de vitesse. Par exemple si jamais tu utilises le premier rideau électronique, tu peux régler des vitesses. Donc la vitesse la plus lente à 30 secondes et la vitesse la plus rapide à 1/4 millième de seconde. Tu peux pas aller plus haut. Ensuite on a la même chose pour l'obturateur électronique, à savoir que là on peut aller jusqu'à 16 000, enfin 1/16 millième de seconde qui est vraiment très très rapide.
On a la même chose pour la plage d'ouverture, donc l'ouverture maximum à 1, on ne peut pas descendre, et l'ouverture minimum à 91. Ici on a deux réglages pour régler le sens des molettes en mode priorité vitesse ou priorité ouverture. Donc les molettes c'est celles qui se trouvent juste en haut et celles qui se trouvent au niveau du pouce. Basculement pendant prise de vue off. Donc soit tu peux le mettre sur on, ça veut dire que si jamais tu fais une prise de vue, notamment en vidéo, et que tu veux augmenter ou diminuer l'ouverture, bah, tu vas pouvoir le faire rapidement sur ces molettes, ou en photo également. Hein. Personnaliser les touches, là c'est quelque chose qui va forcément t'intéresser parce que tu vas pouvoir assigner plusieurs commandes à différentes touches. Donc moi je vais aller dessus, et moi la première chose que je vais faire, bon je l'avais déjà fait, mais j'ai assigné la touche multifonction à l'ISO. Parce qu'il n'y a pas de bouton ISO sur le boîtier, et ça c'est quelque chose qui me dérange un petit peu, et j'aimerais y avoir accès très rapidement. Donc cette touche fonction là qui se trouve juste ici, bah justement va pouvoir me permettre de modifier l'ISO en permanence. Personnaliser les molettes, donc là la molette de haut correspond à l'ouverture et la molette de bas à la vitesse. Et j'ai une touche qui correspond à l'ISO, donc je peux vraiment régler mon triangle d'exposition très très rapidement. Effacer réglages personnalisés, bah non, si on vient de les faire on va pas les effacer. Ajout info recadrage off, ça peut te donner des infos sur le recadrage sur ta scène. En fait ça va mettre des petites barres d'aspect ratio, donc là 4 tiers, tu vois qu'on a un petit espace grisé. On peut se mettre en 6-6, tu vois qu'on a un carré. On peut se mettre en 4/5, donc là c'est le format Instagram. 5/4, il n'est pas en 4/5, mais si jamais tu te mets en vertical, bah forcément il sera en 4/5. Donc là tu peux l'activer ou le désactiver. Moi je le désactive en permanence, mais tu peux l'activer. Ensuite, compression audio on, ok. Effacer par défaut, ok. Déclencher obturateur sans objectif. Donc là, il me semble que par défaut c'est réglé sur off, je suis pas sûr. Moi je le laisse sur on parce que ça m'arrive souvent d'utiliser des objectifs manuels, donc qui ont aucun contact électronique, et si jamais tu utilises ce genre d'objectif qui a aucun contact électronique avec le boîtier, le boîtier ne sait pas qu'il y a des objectifs de brancher dessus. Donc si jamais tu viens activer le déclenchement obturateur sans objectif, lui il va comprendre que peu importe la situation, qu'il y ait des objectifs ou pas, il va rester activé quoi qu'il arrive. Objectif se rétracte si extinction on, donc là l'objectif que j'ai il se permet pas de faire ça, mais c'est bien de le laisser sur on également. Et ensuite on a le dernier onglet, réinitialiser toutes les commandes fonctions. On termine avec le menu étoile, donc ça c'est un menu de personnalisation dans lequel tu vas pouvoir ajouter ton propre menu. Donc moi c'est ce que je vais faire, je vais ajouter quelques onglets à mon menu. Il y a des choses qui sont importantes pour moi et que j'aimerais avoir accès rapidement. Donc là on va pouvoir configurer. Là on va choisir nos paramètres à enregistrer. Donc là je vais choisir en premier lieu la batterie, info batterie, voilà. Je vais cliquer sur OK, je l'ajoute. Donc je vais faire que ça pour l'instant juste pour te montrer, mais comme ça, si je retourne sur mon menu, j'ai mon info batterie qui est juste là. Donc là, tu peux cliquer sur configurer, tu choisis tes paramètres, et tu viens choisir ce que tu veux. Par exemple le mode HDR, tiens, je veux l'activer. Je veux prendre... qu'est-ce que je vais prendre? Mode rafale RAW, tiens, pour pouvoir y accéder rapidement. Donc comme ça, si je reviens sur mon menu personnalisé, eh bien, je peux avoir accès rapidement à toutes ces petites fonctions dont je me sers. Donc voilà, on en a terminé pour le menu photo. Hop, je bascule en mode vidéo. Et là, tu peux voir ici dans le menu, on a plusieurs réglages. Donc là, en premier lieu, on a la taille de l'enregistrement vidéo. Donc c'est ici qu'on va déterminer notre cadence d'image et notre résolution. À savoir qu'on a le choix ici en mode PAL avec le 4K 50 images par seconde. On a une 4K 50 images par seconde un peu plus légère, un peu plus compressée, qui a un peu moins de débit. Une 4K 25, 4K 25 légère, Full HD 50, Full HD 50 légère, Full HD 25 et Full HD 25 légère. Voilà, donc moi je vais me mettre en 4K 25. Cadence rapide, c'est là qu'on va pouvoir définir si on veut faire du ralenti ou pas. Donc si jamais on active la cadence rapide, là dans la taille d'enregistrement vidéo, on a le choix avec le 150 ou le 100 images par seconde uniquement en Full HD, attention. Donc je vais choisir 150, je vais désactiver la cadence rapide parce que je m'en sers pas, et ça redescend en Full HD, donc là il faut rechanger, 4K 25, voilà. Recadrage du film désactivé, moi je le désactive. Enregistrement du son automatique, moi je vais le passer en manuel, comme ça je peux régler vraiment mon entrée de son, vu que parfois je parle pas fort et parfois je parle plus fort, donc du coup comme ça peut régler le son. Je vais le mettre vers là. Filtre anti-vent auto, ouais ça c'est bien. Réduction du bruit audio, ok. Ensuite, je vais passer un peu plus vite dans le menu vidéo parce qu'on a déjà vu la majorité des fonctionnalités dans le menu photo. On a une correction d'exposition, les réglages de sensibilité ISO également, mais qu'on peut assigner au bouton multifonction, on l'a vu tout à l'heure. La prise de vue HDR, donc là si jamais tu fais des vidéos en HDR, tu peux le faire justement ici, donc là tu peux l'activer. Et le fait de faire ça, en fait tes vidéos vont plus être en format H264 mais en H265. Donc ça c'est important à prendre en compte aussi, assure-toi que tu aies un ordi qui lise ce genre de fichier.
et qui soit compatible HDR également. Donc là je vais le désactiver. Donc on a également nos corrections automatiques de luminosité qu'on laisse sur off également, priorité haute lumière, prise de vue anti-scintillement, tout ça je le laisse sur off. Le prise de vue anti-scintillement par contre on peut le mettre sur on en vidéo également, donc ça va nous être utile si jamais on est dans des environnements où on filme et que y a des lumières qui scintillent, on le voit pas forcément à l'œil nu, donc notre œil n'est pas réglé pour ça mais la caméra oui, donc du coup il peut y avoir des fréquences qu'elle va trouver et qui va permettre justement d'éviter ce scintillement, donc ça peut être utile dans pas mal de situations. Donc moi je vais le désactiver parce que là en ce moment ça va pas m'intéresser vu que je suis dans un environnement où il y a 0 scintillement. Ensuite nous avons l'ouverture avec des incrémentations de 1/8 de valeur. Si jamais je l'active et qu'on regarde au niveau de l'ouverture ici, là on peut voir justement que l'ouverture change par palier de 1/8 de stop au lieu de 1/3 de stop. Ça nous permet d'avoir un meilleur contrôle sur nos réglages. Donc là je peux mettre en F4 et 7/8 de stop au lieu de F4 et 2/3 de stop par exemple. Ensuite nous avons le menu numéro 4 dans lequel on peut régler la balance des blancs. Donc par défaut elle est réglée en automatique. On a les mêmes choix qu'en photo, à savoir que moi je règle tout en Kelvin manuellement. On a bien sûr la balance des blancs personnalisée, la correction des balances des blancs, le style d'image. Par défaut il est réglé sur standard je crois. Moi je le règle sur neutre. Et on a également le réglage du Canon Log, le log qui nous permet justement d'avoir ce profil d'image, à savoir que là on a le C-Log 3 uniquement et on peut régler également quelques réglages. Donc là on a l'aide à l'affichage, on a les caractéristiques qui sont par défaut réglées à 0, donc on peut régler aussi la force et la saturation ainsi que la nuance. Mais le but du log justement c'est d'avoir une image la plus plate possible, donc moi je vais laisser tout à 0. Ensuite on a l'espace de couleur, donc là on a le choix entre BT 709, BT 2020 ou Cinema Gamut. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui utilisent le Cinema Gamut quand ils filment en log, surtout avec le C-Log 3 de chez Canon. Je préfère le BT709, c'est une question de préférence personnelle, mais si jamais tu as envie d'expérimenter et de tester d'autres profils d'image, eh bien je t'encourage à aller tester le Cinema Gamut, je suis sûr que tu vas t'amuser. Ensuite, le sous-menu numéro 5, on a un menu de correction d'aberration objectif comme pour la photo, c'est exactement la même chose. Donc on peut corriger le vignettage. Si jamais ton objectif a tendance à faire un peu de vignettage, là tu peux appliquer une petite correction. Il y a également une correction de la distorsion, donc là l'objectif que j'ai en ce moment ne permet pas de corriger ça, mais si jamais t'en as un, tu peux le faire. Il y a quelque chose qui est vraiment intéressant justement, c'est la correction de respiration de mise au point ou alors le focus breathing. Donc ça c'est quelque chose qu'on va pouvoir venir activer. En fait qu'est-ce que c'est? Le focus breathing, c'est cette espèce d'effet de pompage qu'il peut y avoir entre changement des mises au point. Par exemple si tu as un sujet en premier plan et un sujet en arrière-plan, le fait de passer d'un sujet à l'autre, les bords du cadre vont un petit peu bouger d'avant en arrière ou d'arrière en avant, dépendant de comment tu changes ton focus. Et du coup, le fait d'activer cette option te permettra de corriger cette respiration de mise au point, justement. Donc moi, je le laisse activer en permanence. On a également la correction de l'aberration chromatique, donc moi je le laisse toujours sur on, surtout que là l'objectif que j'utilise n'est pas forcément hyper qualitatif, donc c'est toujours bien d'avoir cette aide supplémentaire. Ensuite on passe à une fonction qui est vraiment hyper intéressante sur ce boîtier, c'est la fonction de pré-enregistrement en vidéo. Donc là je vais venir l'activer, et tu vois qu'ici on peut déterminer la durée d'enregistrement, donc 5 secondes ou 3 secondes. En fait ça veut dire que ça va enregistrer 3 ou 5 secondes avant que tu aies appuyé sur le bouton d'enregistrement. Donc en fait ça va garder en mémoire tout ce qui se passe. Donc là par exemple je vais cliquer sur enregistrer. Donc là je vais faire ça, tac. Et normalement, si jamais ça a fait les choses correctement, j'aurais réussi à enregistrer 3 secondes avant que j'appuyais sur mon déclencheur. Donc là, je vais venir le désactiver. On a un mode vidéo timelapse qu'on ne peut pas activer vu qu'on est en mode log. Donc je vais désactiver le mode log. Tac. Et on va pouvoir... Je peux pas le faire parce que je suis en HDMI. Bon c'est pas grave. On a un mode vidéo timelapse, voilà. On a un mode retardateur vidéo. Pareil, je vais pas t'expliquer comment ça fonctionne, tu connais. Donc je vais venir réactiver mon mode log. Ensuite on a un mode de stabilisation, donc là c'est pareil qu'en photo mais en vidéo. Du coup tu peux activer ou désactiver le mode de stabilisation, savoir que si jamais tu l'actives ça va forcément cropper un petit peu sur ton capteur. Mais c'est toujours cool de l'avoir, sachant que le R8 n'est pas stabilisé, le capteur du R8 n'est pas stabilisé, donc c'est toujours bien d'avoir une aide supplémentaire numérique. Ensuite on a la personnalisation des contrôles rapides, donc la même chose qu'en photo, je vais pas revenir là-dessus. La fonction de déclencheur pour vidéo, la même chose. Ensuite on a les réglages des fausses couleurs et des zérures, donc ça c'est quelque chose qui peut être extrêmement intéressant. Donc je vais venir désactiver le mode log et tu peux voir ici
qu'on a les fausses couleurs, donc ça on peut l'activer. Donc là on le voit pas sur l'écran, mais normalement quand on se met uniquement sur le boîtier, on a les fausses couleurs de disponibles. Moi je peux l'avoir également aussi sur mon moniteur en retour, mais là vu qu'il y a le signal HDMI, je pense que c'est à cause de ça que c'est pas disponible, mais on peut avoir le réglage de fausses couleurs. Je sais qu'il y a des gens qui sont intéressés par ça, donc j'en ferai une vidéo dédiée, il n'y a pas de souci. Donc moi je vais le désactiver pour l'instant. On a également le réglage des zébrures qu'on peut activer également, donc ça c'est des alertes de surexposition ou de sous-exposition. Moi c'est quelque chose que j'ai de présent ici, je vais te montrer. Là si tu le vois sur mon écran, j'ai mes zébrures qui sont présentes. Ensuite affichage info, prise de vue, donc là c'est pareil qu'en photo, tu peux régler, tu peux afficher ton histogramme, tu peux mettre ton quadrillage, il n'y a pas de souci, c'est la même chose. Tu peux aussi régler les infos de l'écran, donc là on l'a fait tout à l'heure, c'est les mêmes paramètres qui ont été sauvegardés par défaut sur le mode vidéo, et tu peux également tout réinitialiser si jamais tu veux tout revenir à zéro et tout refaire. Et enfin on a format d'affichage viseur, donc là c'est la même chose mais dans le viseur. Veille basse résolution activée, affichage HDMI, donc soit je choisis d'afficher uniquement les paramètres sur le retour, donc là c'est ce que j'ai fait, soit tu fais écran plus retour, et si jamais tu choisis ce mode là, en fait ça va enregistrer tous tes rushs sur ton moniteur. Donc moi j'ai un moniteur enregistreur, donc je vais pouvoir enregistrer tous mes rushs sur le disque dur qui se trouve sur mon enregistreur. Mais si jamais je veux enregistrer mes rushs sur ma carte, je vais devoir choisir moniteur simplement. Et enfin, on a une fonction timecode qui nous permet de définir soit par timecode la vidéo, soit la durée de l'enregistrement. Pareil pour la lecture. Et le timecode en HDMI également. Donc moi là je l'ai activé, commande d'enregistrement activée. Et là tu vas pouvoir régler ton timecode en HDMI. Ensuite on a tous les mêmes menus qu'en photo, mais en vidéo. On a tous les réglages autofocus, lecture. On a également des menus de connexion, et enfin le dernier menu que je voulais te montrer, c'est celui-là, le système vidéo. Donc on a PAL ou NTSC. Donc si jamais je passe sur NTSC et que je reviens en vidéo, là on peut voir ici que la 4K a changé, on a beaucoup plus de modes. Donc on a 24, 30 et 60 images par seconde de disponibles. Et si jamais on va dans le menu cadence rapide, on peut voir qu'on a notre 180 images par seconde de disponibles. Donc voilà, je vais revenir en PAL parce que je suis en France et que c'est la norme ici. Et je pense que j'en ai terminé avec les menus. Il n'y a pas grand chose d'autre à dire. Tout le reste se trouve dans la partie photo. Enfin, je l'ai expliqué dans la partie photo. Si jamais tu as des questions sur le Canon EOS R8, des choses qui n'ont pas été très claires pour toi, n'hésite pas à me les dire dans les commentaires juste en bas. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Je sais que je suis passé vraiment vite sur certains sujets. Mais là, c'était vraiment pour montrer comment moi je le configure dans mon utilisation personnelle. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je sais qu'elle était très très longue. Donc merci de ta patience, j'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker cette vidéo, à t'abonner si jamais c'est pas déjà fait. Moi je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo, porte-toi bien, ciao.